Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous prenez toujours de plaisir à écouter mes podcasts autant que moi à les faire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des soins énergétiques pour les animaux. Effectivement, ça fait plusieurs fois que j'en parle et je n'avais pas fait de podcast sur celui-là, donc voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des soins énergétiques avec nos amis les animaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, donc je suis Stéphanie, je suis énergéticienne, donc j'ai commencé avec le Reiki Usui en 2017 et depuis je me suis formée à d'autres soins énergétiques. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur mon site zenome.fr. Aujourd'hui, j'ouvre le podcast avec les animaux pour vous parler de mon expérience, notamment avec mes animaux de compagnie. Je vais partager avec eux et surtout avec mon chien, donc époque que j'ai perdu en décembre 2022, donc c'est tout récent, parce que là, à l'heure où j'enregistre le podcast, nous sommes en juin 2023, et je l'ai accompagné avec les soins énergétiques, surtout en fin de vie. Donc voilà pourquoi je fais ce podcast-là un petit peu pour vous expliquer mon parcours et mon expérience avec les animaux, donc mes animaux de compagnie, donc chiens, chats. Donc ça ne se limite pas seulement à nos animaux chiens-chats, hein, c'est pour ensuite tous les animaux. Hein. On peut extrapoler aux oiseaux, aux nacs, les lapins, les lézards, tous les animaux, tous les êtres vivants. Et on peut utiliser aussi les soins énergétiques pour tout ce qui est plantes. Donc c'est pas limité seulement aux animaux, il y a aussi les plantes. Donc vous pouvez extrapoler les exemples que je donne avec les animaux avec les plantes. Alors bien évidemment, quand l'animal réagit, on voit qu'il s'endort et qu'il se détend sur une plante, ça va peut-être un petit peu plus difficile à détecter. En fait, on va surtout le voir chez les plantes, c'est qu'elles vont faire de nouvelles pousses, elles vont être plus vertes. Enfin voilà, on va voir un meilleur état général de la plante. Ça peut fonctionner aussi pour le jardin. Donc si vous avez un jardin, que vous avez des plantes qui sont un petit peu patraques, qui vont pas très bien, donc on peut appliquer de l'énergie Reiki. Et dans ces cas-là, je vous invite à poser les mains au pied de la plante, vraiment au sol, comme ça vous en profitez aussi pour énergiser un petit peu la terre, ça fera pas de mal. Donc voilà, tout est possible. Pour les plantes en pot, en fait il suffit de poser les mains sur le pot, sur les angles du pot ou autour. Si votre pot est rond, voilà, on pose les mains sur le pot. On fait pas comme pour les humains où on va déplacer les mains en les plaçant à des endroits stratégiques. Vous n'allez pas faire feuille par feuille pour la plante, vous appliquez l'énergie sur le pot. Et ça marche également pour les minéraux. Donc ça sert surtout à recharger les pierres, à les nettoyer, à les purifier. C'est à ça que sert l'énergie Reiki. Et notamment on peut aussi travailler avec les pierres, donc surtout avec le cristal de quartz, pour envoyer de l'énergie Reiki sur une situation ou sur une problématique de santé à une personne, voilà, pour l'aider, pour renforcer. Et en plus, l'avantage d'utiliser un cristal, c'est qu'il y aura une diffusion 24 heures sur 24. Le praticien ne pose pas ses mains 24 heures sur 24 sur la personne. Il programme le cristal, on l'encode en fait, et ensuite voilà, il y a une diffusion sur 24 heures, et comme ça on peut travailler sur plusieurs jours en encodant chaque jour le cristal qui va continuer lui après à diffuser. Voilà, donc ça se limite pas seulement aux animaux, mais aujourd'hui voilà, c'est ce dont nous allons parler. Quand j'ai démarré donc le Reiki avec les énergies en 2017, j'avais déjà mon chien qui était présent, et il y avait aussi le chat qui était présent à la maison. Et quand j'ai commencé à travailler sur moi, donc quand on passe le niveau 1, on peut travailler sur soi, donc sur les autres, sur les plantes et les animaux. Et j'ai voulu proposer un soin à mon chien, et en fait ça a été non catégorique. J'ai testé plusieurs fois pour savoir s'il était ok. Et c'est vrai qu'avec les chiens, ils ont cette particularité, c'est que eux ils donnent beaucoup aux humains, et ils acceptent pas forcément de recevoir. Ils sont plus à donner, à soutenir son humain que l'inverse. Pourtant le fait de jouer avec, de le caresser, etc., ça provoque des hormones du plaisir, donc de la joie, et donc qui permettent le bien-être de l'animal. Mais voilà, mon chien était plus dans cette optique là de me donner si jamais j'avais besoin de soutien plutôt que de recevoir.
Donc j'ai pas insisté, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai vu que ça l'intéressait pas. Bon bah voilà, j'ai laissé tomber, je me suis dit bon bah faut pas le forcer, de toute façon ça passera pas. Et les animaux c'est comme les humains, c'est comme les personnes, hein. Si la personne est d'accord, on peut pratiquer un soin. Si la personne ne veut pas, on ne pratique pas de soin. Donc sauf cas exceptionnel, si la personne, vous la connaissiez, qu'elle était dans le coma et que vous savez qu'elle était ok, ou si jamais elle a disparu, qu'elle est coincée quelque part en montagne, voilà, et que vous sentez sa détresse et que vous souhaitez l'aider. Voilà, c'est des cas particuliers où on ne peut pas joindre la personne dans l'instant T, où on peut envoyer de l'énergie. Mais sinon, voilà, on ne peut pas pratiquer sur les personnes sans leur consentement, donc les animaux, c'est la même chose. Au contraire, le chat, quand j'avais commencé le Reiki, que je faisais mes soins d'autotraitement, parce qu'on a 21 jours d'autotraitement à chaque fois qu'on passe un degré, histoire d'assimiler cette nouvelle énergie et de s'habituer et d'habituer le corps aussi à ces changements énergétiques. Pendant ces 21 jours, donc je me retirais dans la chambre en privé pour pouvoir travailler parce que je suis en colocation, donc évidemment je vais pas faire ça en plein milieu du salon, quoique je pourrais, hein. Ça m'est déjà arrivé de le faire dans un train pour moi parce que j'étais vraiment trop épuisée, j'avais mal partout et comme on avait un petit temps de train assez long, je me suis dit allez, je me fais la petite séance, mais bon voilà, j'avais un petit peu plus d'expérience, donc on va dire que j'avais plus confiance, donc je me sentais capable de le faire comme ça dans le train avec les gens à côté. Et puis bon, au final les gens ils voient juste poser les mains sur les différentes parties du corps, ils sont pas forcément censés savoir ce que vous faites. Le chat, ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois que je faisais une séance de Reiki, en fait il venait me rejoindre et il se posait sur moi ou alors à côté de moi et il profitait de la séance. Donc je me suis dit ah bah lui par contre à l'inverse du chien, il est carrément ok parce que lui il vient même me chercher. Donc j'ai fait une séance sur lui après avoir fait ma séance, donc j'ai posé les mains sur lui et là il était tout mollasson, tout chamallow, vraiment on pouvait faire ce qu'on en voulait du chat, c'était assez drôle. Et du coup j'ai appelé mon colocataire pour lui dire bah viens voir ton chat, viens voir dans l'état où il est. Et du coup il fait ah mais qu'est-ce que tu lui as fait? Enfin, c'était assez drôle parce qu'il était vraiment hyper détendu, relax. Et du coup je lui dis bah voilà, j'ai fait une séance Reiki, il était avec moi, je l'ai fait pour moi et après j'ai posé un petit peu mes mains sur lui, mais du coup il a profité de la double séance. Il a profité de mon autotraitement et aussi de cette petite séance pour lui, voilà. Donc j'ai pas fait une grande séance d'une heure hein, avec les animaux, c'est complètement différent. De toute façon, eux ils vont remuer quand ils vont commencer à en avoir marre, hein. Même mon chien, hein, pour époque, pour exprimer qu'il n'avait pas envie de recevoir le soin, tout ce qu'il faisait, bah voilà, c'était pousser la main, se déplacer, voilà, il exprime son mécontentement comme ça. Donc c'est important quand on travaille avec les animaux, si vous êtes praticien, énergéticien et que vous souhaitez travailler avec les animaux, c'est important voilà, d'avoir leur confiance et d'avoir aussi leur accord. S'ils ne veulent pas, dans ces cas-là, voilà, c'est pas la peine. C'est pas la peine de vous dire, bah, je vais le faire quand même parce que je sais qu'il va pas bien, je vais le faire à distance. Si c'est non, c'est non. Enfin, faut respecter aussi le choix de l'animal, même si c'est difficile, parce que quand on le voit en détresse, forcément, on a plutôt envie de l'aider et de lui apporter du bien-être. Donc voilà, c'est la difficulté de travailler avec les animaux, c'est aussi d'apprendre à les respecter et à rentrer dans leur espace sacré avec respect, comme on le fait avec n'importe qui. Donc quand j'ai démarré en étant praticienne Reiki, donc mon chien avait 7 ans. C'est vers l'âge de 12 ans où il a commencé à développer des pathologies. Donc ça a commencé avec des crises d'épilepsie. Donc c'est assez impressionnant quand ça arrive sur une personne, c'est tout aussi impressionnant sur un animal. Et on se sent un petit peu pris au dépourvu parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, comment faire. Donc le vétérinaire m'avait dit bah c'est pas grave, de toute façon lui les crises d'épilepsie il tombe sur le côté, voilà, il fait pas attention, il est plus conscient de ce qui se passe et après quand il revient à lui bah il est un petit peu juste perdu, déboussolé, mais si ça se limite à ça, bon bah c'est pas très grave. Le souci c'est que en fait les crises d'épilepsie qu'il faisait, donc on ne savait pas à cause de quoi, parce qu'au bout de 12 ans où il a toujours été en très bonne santé, on se posait la question pourquoi des crises d'épilepsie du jour au lendemain, et en fait c'était annonciateur d'un AVC. Donc le jour où l'AVC il s'est déclenché, donc là il a été
très violent, très puissant, parce que ça a été crise d'épilepsie sur crise d'épilepsie sur crise d'épilepsie et ça ne s'arrêtait plus. On avait détecté aussi avec les crises d'épilepsie que mon chien en plus commençait à développer du diabète. Donc il a jamais été gros, il a toujours mangé que des croquettes parce qu'en plus il était fragile de l'estomac, donc je lui achetais vraiment des croquettes spécifiques, telle marque et rien d'autre. Donc c'était assez surprenant, le vétérinaire comprenait pas pourquoi du jour au lendemain on se retrouvait avec des crises d'épilepsie et du diabète, et donc en plus il a fait un AVC. Donc le jour où c'est arrivé son AVC, donc il a commencé à faire des crises très tôt le matin et ça ne s'arrêtait plus. Et moi, comme déjà il faisait plusieurs crises d'épilepsie et qu'en plus il avait du diabète, je lui avais déjà dit tu as 12 ans, si tu dois partir, si tu souffres, tu pars. Donc là, quand il faisait crise d'épilepsie sur crise d'épilepsie, en fait, il continuait à me lécher la main, même s'il était plus là, à me dire je suis toujours là. Et en fait, il me passait le message je veux rester là, je veux m'accrocher. Donc moi, je trouvais ça étrange parce que vu qu'il enchaînait crise sur crise, il pouvait plus tenir debout, il y avait plus rien quoi. C'était un petit peu la cata, comme un AVC en fait. Donc j'ai appelé les urgences. Donc eux ils m'ont dit d'attendre que le vétérinaire ouvre. Donc du coup de 6h du matin jusqu'à 8h du matin j'attendais avec des crises d'épilepsie sur crise d'épilepsie et je savais plus quoi faire. Je savais pas s'il était en hypo, en hyper, c'était compliqué. Donc j'ai appelé mon vétérinaire qui m'a dit de venir en urgence. Donc on a transporté le chien en urgence dans la voiture et là le vétérinaire il m'a dit il est toujours là, il est quand même conscient et tout ça, mais là en fait je peux pas faire grand chose. Là c'est un petit peu trop extrême là, toutes ces crises d'épilepsie, je vais pas pouvoir le stabiliser. Donc il m'a envoyé à la clinique vétérinaire. D'ailleurs, clinique incroyable, hein, je vais leur faire leur pub là dans mon podcast, donc c'est Vetagro. Vraiment ils sont incroyables, c'est une équipe formidable, je les remercierai jamais assez de tout le boulot qu'ils ont fait. Donc vraiment si un jour vous êtes dans le pépin, que vous n'avez pas les urgences vétérinaires qui vous répondent comme moi et qui vous disent d'attendre, en fait réfléchissez pas, mettez votre animal dans la voiture, foncez au SAMU Vetagro, allez aux urgences là-bas, franchement ils sont top, toute l'équipe là-bas est assez incroyable, que ce soit les vétérinaires pour la neurologie, pour tout, pour le diabète, franchement c'est une équipe au top. Ça fait beaucoup de spécialistes à voir après pour le chien parce que je me retrouvais avec de l'épilepsie et du diabète, mais vraiment c'est une équipe formidable. Donc voilà, j'ai fait leur pub, mais vraiment je les remercierai jamais assez. Et donc quand je suis arrivée aux urgences, donc ils ont appelé l'équipe de neurologie et le médecin de garde à ce moment-là m'a posé la question et voilà, il voyait que c'était pas normal qu'il fasse crise d'épilepsie sur crise d'épilepsie comme ça. Donc en fait c'était l'AVC, mais on ne savait pas encore. Et il me demande est-ce qu'on fait tout pour le sauver ou pas. Donc j'avais dit oui, allez-y, parce que au final moi mon chien m'avait passé le message que oui il voulait rester. Donc si j'avais vu qu'il se laissait aller, je l'aurais laissé partir, mais c'était le message inverse. Donc j'étais un petit peu obligée de respecter son choix. Donc voilà, il a passé donc un temps avec eux, ils ont réussi à le stabiliser et tout, donc ils savaient pas si ce qu'ils voyaient au cerveau, si c'était une tumeur ou si c'était un AVC. Donc il y avait eu des IRM, des examens, mais ils n'avaient pas encore à déterminer, donc il avait ensuite un traitement à suivre pour toutes ces crises d'épilepsie pour stabiliser le diabète, parce qu'en plus on n'arrivait pas à le stabiliser, son diabète, donc c'était assez compliqué. Normalement les chiens pour un diabète on fait 1 ou 2 piqûres d'insuline par jour et normalement c'est tout, ça suffit, ça se régule. Lui c'était pas le cas, donc c'était un peu plus compliqué, il pouvait descendre, faire des hypos comme des hyper d'un coup. Donc c'est pour ça aussi que ça déclenchait ces crises d'épilepsie et c'est ça aussi qui a enchaîné sur l'AVC. Donc après il est resté donc à la clinique, donc il était rentré en octobre, il est resté au moins jusqu'au mois de novembre. Quand j'avais appelé, donc il me disait oui il va sortir demain, il va sortir demain, il va sortir demain, et moi je l'avais pas vu parce qu'à chaque fois il me disait vous allez venir le chercher demain, donc j'avais attendu. Au final au bout d'une semaine, à force qu'ils me disent toujours demain, il me dit non il va pas sortir tout de suite. Donc j'ai demandé à ce que je puisse le voir parce que pour moi ça commençait à faire long. Et donc là, c'est le moment un petit peu délicat. Je vais peut-être avoir la voix un petit peu chevrotante. J'ai un petit peu d'émotion. Mon chien est arrivé sur un brancard. Il pouvait plus marcher et il était sondé pour ses besoins. Donc les vétérinaires m'expliquent
il va bien, il mange, etc. Mais il y a des chances qu'il ne puisse plus remarcher parce qu'il a perdu pas mal de facultés motrices à la suite des crises d'épilepsie qu'il a fait à répétition. Forcément, en le voyant comme ça, je pleurais, comme maintenant, voilà. Ce que je comprenais pas, c'est que moi, quand je m'étais reliée avec lui pour savoir s'il était bien, là où il était et si ça allait mieux, durant cette semaine où je l'avais pas vu, lui m'envoyait l'information que ça allait. Donc je comprenais pas parce que là, les vétérinaires m'annonçaient plutôt que j'allais avoir un chien alité, donc un chien de 35 kilos alité, donc il avait beaucoup maigri en plus. Avec son diabète, il est descendu jusqu'à 24 kilos, donc il avait quand même pas mal décollé. Donc ce que je comprenais pas, c'est pourquoi le chien m'envoyait que ça allait et qu'il voulait rester, alors que il allait se retrouver alité. C'est pas marrant, pour un humain, c'est pas marrant d'être alité et d'être allongé, alors pour un chien, vous imaginez bien que c'est compliqué aussi. Donc ce soir-là, je suis restée avec lui pendant 1h30 et je lui ai posé la question s'il voulait un soin Reiki, vu que ça allait pas, son état et tout. Et donc là, il a été OK. Et les vétérinaires, en fait, ils nous avaient mis dans une petite salle et je pense qu'ils nous avaient un petit peu oubliés. Donc on a pu en profiter pendant 1h30. Visite donc le soir, donc normalement ils avaient dû fermer, mais j'étais encore là. Donc au bout d'un moment... Donc j'ai fait la séance Reiki avec mon chien et donc je les ai appelés. Donc déjà ils ont vu qu'il avait bougé du brancard et tout ça. Alors je dis bah oui, c'est lui, il s'est déplacé. Puis en plus ça faisait une semaine qu'il m'avait pas vu. Donc il était un peu surexcité, il voulait montrer qu'il était super content de me voir, mais en bougeant comme il pouvait. Ils l'ont remis sur le brancard et ils l'ont ramené. Et à Vétagro, il y a toujours des étudiants en fait qui restent de garde pour les chiens, donc ils ont le vétérinaire et plusieurs étudiants, stagiaires qui s'occupent des animaux, comme ça ils sont un petit peu toujours avec quelqu'un 24/24, il y a toujours quelqu'un qui surveille. Et donc le lendemain matin, j'ai un appel de l'étudiante qui me dit... Ah là là, incroyable, on sait pas ce qui s'est passé. Époque, il s'est levé tout seul quand on a ouvert la cage pour nettoyer et tout ça. Et il s'est levé tout seul et il est parti et marché dans le couloir. Vas-y, il fait sa vie, il se promène tranquille. Donc moi je savais pourquoi, parce que j'avais fait 1h30 de séance Reiki la veille, donc je me suis doutée que ça allait aller mieux. Et puis aussi le fait qu'on se voit, parce que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Donc forcément le fait de m'avoir vu, ça a amélioré aussi son état. Et le pronostic de il marchera plus jamais, finalement il remarchait. J'étais super contente et donc là il a pu après sortir de la clinique et revenir à la maison. Et à partir de ce moment-là, en fait, Époque a commencé à accepter que je lui fasse des séances Reiki comme ça régulièrement quand il en avait besoin, quand je sentais que il avait un petit coup de mou. Et son état s'est amélioré au final pour un chien qui se retrouvait avec des crises d'épilepsie, avec un traitement, je vous explique pas, j'avais une bonne dizaine de médicaments à lui donner le matin et soir. Donc il y avait en plus une prise à minuit, il y avait des médicaments, il y avait à 8h du matin, il y avait à 16h et il y avait à 20h le soir, plus l'insuline matin et soir. Donc voilà, il avait quand même un gros panel de médicaments, un gros traitement, un gros suivi. Mais au final, couplé au Reiki, on a réussi à plus ou moins améliorer les choses. Donc son diabète n'était pas tout à fait toujours stabilisé. C'était toujours un petit peu en dents de scie, mais bon, on a fait au mieux qu'on pouvait avec les doses. Jusqu'à après, c'est à peu près un an après, parce que c'était en octobre 2021. Donc c'est en octobre 2022 où là, le diabète après est parti un petit peu dans tous les sens et au final c'était plus son état de fin de vie qui se dégradait. Mais je retiens que dans cette dernière année où ça a été compliqué, où il avait beaucoup de médicaments, etc., le Reiki a été un soutien pour l'assimilation des médicaments, pour pouvoir marcher, parce que il faisait pas d'arthrose au niveau des pattes, il avait quand même du mal encore à se lever par moment, donc il avait même un harnais avec une petite poignée dans le dos pour l'aider. Donc c'était assez rigolo. Dans la rue, ça lui arrivait, il y avait des jours où on pouvait faire des balades un peu plus longues, et il y avait des jours où ça lui arrivait
de se casser un petit peu la figure, hein. Je sentais que là il était plutôt fatigué, donc on faisait pas des grandes balades. J'ai aussi un jardin, mais je sortais toujours en balade à se promener, et je m'adaptais à son rythme et à ce qu'il pouvait faire. Donc voilà, s'il était capable de se promener une demi-heure, on se promenait une demi-heure. S'il n'était pas capable de tenir autant, on faisait moins, mais voilà, on se bougeait un petit peu. Et moi je trouvais que voilà, pour un chien qui a fait un AVC et avec tout ce qu'il avait, les crises d'épilepsie, enfin on revenait de loin. Et donc on a eu un suivi à la clinique assez régulier, et c'est vrai que il y a la vétérinaire qui l'avait vu, donc quand il était venu le jour de la crise, elle s'en rappelait bien, hein, de ce chien qui est venu dans un état au secours à faire des crises d'épilepsie sur crises d'épilepsie. Du coup, quand elle l'a revu là, elle m'a dit « Ah mais j'ai l'impression que c'est pas du tout le même chien. Il est apaisé, il est bien dans ses baskets. En plus, on voit qu'il vous fait confiance. Quand on lui demandait de se déplacer, de marcher, etc., il avait toujours un regard pour moi, pour vérifier si c'était ok, s'il pouvait vraiment montrer les exercices. Le chien qui veut pas s'éloigner de sa maman. C'était un petit peu ça. En plus de tout ça, j'avais remarqué au retour de la clinique en 2022 qu'il était sourd, qu'après son AVC, après tout ça, en plus il était sourd, et ça par contre il n'a pas récupéré ses facultés auditives, donc on communiquait autrement, mais c'est vrai qu'il avait des habitudes de vie, il nous connaissait, il savait comment on était, donc au final voilà, il s'est habitué, il n'avait pas perdu la vue, il n'avait pas perdu l'odorat, donc il se dirigeait avec ça. Et au moins ce qui était bien, c'est que après, quand quelqu'un frappait à la porte, au moins il n'aboyait plus, il faisait plus de bruit, parce que bon, il avait tendance aussi à s'énerver un petit peu sur tous les chiens, aussi dans la rue, c'était assez compliqué quand on se promenait. Bon là, du coup, comme il les entendait plus, les autres pouvaient aboyer, ça lui passait au-dessus, donc c'était très bien. Donc moi je trouvais que c'était même plus facile, hein, en balade après, parce que voilà, il était plus calme, il avançait à son rythme, c'était plus sympa. Alors que c'est vrai que quand il était petit, je pense que quand il était vraiment très très petit, les gens sont toujours venus vers lui en faisant « Ah, il est mignon, ah, il est mignon !» Et en fait, je pense que c'était trop brusque pour lui, tous ces gens qui venaient et qui voulaient le caresser et qui tendaient la main. Donc je dis ça, c'est quand il avait 3 mois, parce que je l'ai eu quand il était tout petit. Et je pense que ça lui a laissé un mauvais souvenir, et il avait l'impression en fait que les gens dans la rue allaient toujours venir l'agresser. Donc il aimait pas trop quand les gens s'approchaient de lui ou d'autres chiens, etc. Je pense que c'était du fait que petit, tout le monde est toujours venu dans la rue comme si que c'était un jouet. Donc c'est important aussi, s'il y a des gens dans la rue qui croisent des chiens, respectez aussi leur espace. Si vous voyez que le maître galère un petit peu en le tenant et que le maître vous dit allez-y passez, ne faites pas de gestes brusques, ne levez pas les bras, ne regardez pas en fait le chien, tout simplement vous passez comme une personne lambda sans regarder le chien. Ça évite que lui stresse et veuille sauter sur la personne, parce que en fait c'est lui qui se sent agressé. Alors que si vous n'êtes pas en confiance et que vous avez peur, que vous regardez ailleurs et que vous passez en fait normalement, il se passera rien, le chien ne vous sautera pas dessus. Surtout faites confiance au maître qui vous dit allez-y passez, je tiens le chien, parce que le maître il sait ce qu'il fait. Mais en fait quand vous restez, vous créez et que vous restez pétrifié, vous créez une situation de tension, une situation de stress, et c'est là où il peut y avoir justement un accident. Donc faites attention aux chiens que vous croisez dans la rue, et aussi aux petits foulards qu'ils portent, parce qu'il y a des foulards pour vous indiquer des codes de couleurs. Donc quand vous voyez qu'un chien est vieux, est malade et aveugle, que son maître a mis un petit foulard de couleur pour dire faut pas s'approcher, faut pas, respectez-le, et apprenez aussi aux enfants à respecter les animaux, parce que moi j'ai des voisins là, donc ils ont plusieurs enfants, j'ai plusieurs voisins qui ont plusieurs enfants aussi, et ces enfants là avaient tendance à jeter des pierres sur le chien. Donc effectivement le chien depuis qu'il est plus jeune, qu'il est arrivé ici, donc il est arrivé avant ses voisins, il les a connus, que ses enfants étaient agressifs, hurlaient, voulaient donner des coups de bâton et jetaient des pierres. Donc pour lui ce sont des enfants de mise en danger. Donc quand il les voyait, il voulait les mordre, les attaquer. Alors que mon chien n'est pas du tout comme ça, mais voilà, il a imprimé danger.
avec d'autres enfants, parce qu'il y avait une petite fille qui est marrante dans la résidence, qui est dans les étages. Si elle écoute, elle va se reconnaître, qui lui parlait, qui a toujours été super gentille. Il peut la croiser dans la rue, il savait que c'était elle et il réagissait pas, il voulait pas l'attaquer. Alors que les autres, même si je sais pas forcément à quoi il ressemble quand je me promenais avec lui, il les reconnaissait de loin, il savait très bien qui c'était et il avait tendance à vouloir attaquer. Il avait enregistré l'information. Donc je trouve que c'est très important d'apprendre dès tout petit aux enfants à respecter les animaux, à ne pas s'approcher et aussi pour se mettre eux en sécurité. Parce qu'un chien qui attaque un enfant, l'enfant il a la hauteur du chien. Donc la gueule face au visage, ça peut faire des dégâts. Donc apprenez aux enfants à être respectueux, à respecter l'espace des animaux, à ne pas s'approcher si c'est pas ok. Et voilà, comme ça l'enfant aussi apprend à se mettre en sécurité. C'est important que chacun respecte l'espace sacré de tout le monde. Voilà. Le chien n'ira pas vers l'enfant et l'enfant n'ira pas vers le chien si c'est pas ok. Et voilà, il n'y a pas à forcer ni l'un ni l'autre. Voilà, il faut respecter chacun. Donc je trouve que c'est quand même important à préciser, voilà, quand vous croisez des chiens dans la rue, ne prenez pas peur. Si vous avez peur, dans ces cas-là, traversez la route ou faites confiance au maître. Ne regardez pas l'animal et surtout ne levez pas les bras. Hein, c'est vraiment le pire truc à faire parce que lever les bras, c'est je t'agresse. Donc vous imaginez que quand quelqu'un vous agresse, vous réagissez de façon agressive. Hein. Lui, il a l'instinct de se défendre. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que c'est ce qui avait conduit mon chien à avoir peur en balade et avoir ce comportement plutôt agressif. Donc au final, il s'est jamais rien passé, il a jamais été agressif parce que j'ai toujours été vigilante et j'ai toujours fait attention à tout, à le rappeler, à le rediriger le regard vers moi quand il y avait besoin. Donc j'étais là, hein, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément ces gestes-là et il y a des gens, ils peuvent se trouver démunis face au comportement de leur chien. Donc si vous pouvez faciliter les choses, à ne pas regarder le chien dans les yeux, à tourner la tête, à avancer normalement sur le trottoir, à éviter le chien. Bien évidemment, le propriétaire, il faut que son chien soit attaché en laisse, hein, on se doute bien. Et puis les chiens de catégorie 1 avec une muselière, hein, bien évidemment. Hein, si c'est pas le cas, là, c'est une autre question de loi. Mais c'est important de respecter aussi l'espace sacré de chacun parce que ça peut éviter des accidents et pour les animaux et pour les personnes et c'est important. Donc j'ai toujours été vigilante à faire attention vraiment à tout. Donc si chacun peut faire sa partie en faisant attention, si nous on a peur du chien, à ne pas le regarder, à ne pas lever les bras, plutôt à traverser si jamais c'est vraiment problématique. Si le maître peut faire attention à ces symptômes-là chez les personnes, à voir si la personne elle a peur, à maîtriser le chien, à faire en sorte que le chien regarde plutôt dans sa direction, dans la direction du maître. Si chacun fait tous ces petits gestes, ça permet aussi d'améliorer les choses et de vivre ensemble. C'est important que chacun fasse l'effort de chaque côté pour justement apaiser ces situations qui peuvent être problématiques de tension chez l'animal et chez la personne qui a peur. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Alors à chaque fois que je vous partage mes expériences Reiki, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu à chaque fois miraculeux parce qu'on se retrouve avec un chien qui techniquement ne pouvait plus marcher, qui avait fait un AVC. Avec le Reiki Usui, l'AVC s'est beaucoup résorbé au niveau du cerveau puisqu'il y avait soupçon de tumeur. Au final, comme ça s'est résorbé, que ça a cicatrisé, donc la cicatrisation a été très bonne. Finalement, on s'est aperçu que c'était un AVC, que ce n'était pas une tumeur. Au final, on s'est retrouvé avec un chien qui, malgré tous ses problèmes de santé, était bien dans ses baskets et que c'était un toutou qui faisait sa vie de vieux chien tranquille, hein, qu'il était bien, il pouvait encore se déplacer, il n'avait pas spécialement d'arthrose, il marchait bien. Le plus difficile, c'était de se lever sur le carrelage parce que du coup il glissait quand même
encore un peu, donc c'est vrai qu'on l'aidait pour se redresser. Au final, sur un sol un peu plus dur ou sur du parquet ou sur un tapis, il arrivait à se redresser. Donc voilà, c'était un toutou bien dans ses pattes. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, quand je vous parle du Reiki, j'ai toujours ces exemples un peu miraculeux, mais c'est vrai que c'est toujours, de mon point de vue, c'est de mon expérience et c'est parce que, c'est ma réalité. Moi, j'y crois que l'énergie Reiki peut faire du bien, peut amener au mieux. Donc forcément, comme j'y crois, c'est les expériences que je vais faire et que je vais rencontrer dans ma vie. Une personne qui n'y croira pas et qui pensera que le Reiki, ça fait du mal, c'est maléfique, etc. Elle aura l'impression effectivement que c'est maléfique, etc. Donc ça dépend de la vision de chacun et ça va dépendre aussi de votre vision, de ce que vous pensez des soins énergétiques et de leur efficacité et de la légitimité que vous allez leur donner. Parce que effectivement, moi je peux vous le dire, ça marche, ça fonctionne, j'en suis persuadée. Mais ça, c'est un petit peu comme toutes les méthodes de soins alternatifs que vous allez rencontrer, le chamanisme, le laoki, les soins donc énergétiques, les soins au bol tibétain, les soins sonores, les soins au gong, l'acupuncture, l'auriculothérapie, la réflexologie, naturopathie, sophrologie. Tout ça, je pense que oui, ce sont des méthodes qui fonctionnent. Ce sont des méthodes qui ont toutes fait leurs preuves, donc il n'y a plus besoin de démontrer. On sait que ça fonctionne, mais ça fonctionne pourquoi? Parce que on lui donne le pouvoir de fonctionner. Donc ça restera toujours votre pouvoir entre vos mains. Quand moi j'ai interrogé mon chien pour savoir si il voulait rester, s'il voulait les soins Reiki pour l'accompagner, c'était aussi, je lui faisais les soins, mais en étant préparée que ça puisse aussi le libérer. Parce que si son âme avait décidé de partir, quand j'avais fait le premier soin Reiki, le lendemain, c'était pas le coup de téléphone où j'aurais eu époque marche dans le couloir, ça aurait été époque est partie. Parce que j'aurais donné l'énergie nécessaire pour être libéré, pour se reconnecter à son âme et pour suivre son chemin qu'il avait à suivre. Moi, ce qu'il m'avait montré, c'était l'inverse. C'était qu'il voulait rester. Donc je savais que quand j'allais faire les soins Reiki, c'était pour une amélioration de son état. Mais j'étais préparée aussi à ça peut amener une libération. Donc je gardais ça aussi en tête. Donc c'est pour ça que ça peut paraître une guérison miraculeuse. Mais au final, c'en est pas une, c'est juste une reconnexion de lui avec son âme, avec son corps, parce qu'il a pu reprendre le pouvoir de ses pattes, et puis il a pu ensuite marcher parce qu'il en avait aussi la volonté. Il voulait aller mieux, donc c'était sa demande. Donc c'est pas moi qui arrivais avec une baguette magique et qui a fait des miracles, c'était son choix et il a choisi de recevoir ce soin. Il a fait le choix de faire confiance et il a fait ce choix parce qu'il savait qu'il voulait remarcher et il avait cette envie de rentrer à la maison. Il avait cette envie de rester un petit peu plus avec nous. C'est vrai que comme son diabète n'était pas stabilisé, déjà tenir sur un an en entier avec un diabète, c'était même 1 an et demi comme ça avec son diabète en dents de scie, c'est beaucoup parce qu'un chien non stabilisé ça vit pas aussi longtemps. Donc en plus on a eu de la chance qu'il ait réussi à tenir aussi longtemps et qu'au final il était bien, qu'il souffrait pas, même s'il était sourd, il a fini sa fin de vie, il était pas mal. Donc on a eu de la chance d'avoir une équipe de Vétagro qui était là. Donc on a eu la chance de profiter de cette année en plus. Donc c'est vraiment comme ça en fait que j'ai vécu cette année-là qu'on a eu en plus grâce au Reiki, grâce aux soins aussi de Vétagro. C'est pour ça que je vous dis quand vous suivez que vous avez un traitement lourd, ne l'arrêtez pas et faites en complément le Reiki Usui parce que c'est pas contradictoire, c'est au contraire, c'est compatible et c'est même recommandé parce que vous mettez toutes les chances de votre côté. Donc vous pouvez mettre les choses en place dans la médecine traditionnelle et faire des soins énergétiques. En plus, ça ne pourra que faire du bien et que du plus pour une amélioration générale. Donc si on peut mettre toutes les chances de son côté, autant le faire.
pour les soins énergétiques. Donc je propose les soins pour les animaux et aussi je propose de promener vos toutous parce que voilà, comme j'ai plus de toutous, je propose mes services pour la promenade. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon site sur www.zeno.fr pour toutes les demandes. Donc voilà, hein, vous l'aurez compris, promener un chien, ça ne me fait pas peur. Donner des médicaments à un chien, ça ne me fait pas peur. Faire les piqûres d'insuline non plus. M'occuper d'un chien, d'un vieux chien et d'aller à son rythme, c'est ok. M'occuper même d'un chien plus jeune, c'est ok aussi, hein, évidemment. Hein. Donc voilà, peu importe voilà, la situation du chien, ses besoins, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Et je propose même un tarif préférentiel pour les soins énergétiques pour les gens comme ça dont je m'occupe du chien en promenade. Donc voilà, c'est tout bénef pour vous si vous souhaitez faire des soins énergétiques et avoir de temps en temps quelqu'un pour vous aider pour les promenades, surtout si vous travaillez en journée et que vous avez besoin entre midi et 2, n'hésitez pas voilà, à faire appel à mes services. Donc nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Donc pour ce mois de juin, vous avez eu 3 épisodes. Donc celui-ci était un petit peu plus dans l'émotion. Hein. Je ne sais pas si ça s'est vraiment entendu dans ma voix, mais voilà, j'étais quand même encore portée par ces instants. La prochaine fois, ce sera des exercices. Nous allons passer à des techniques de soins énergétiques. On va continuer dans les coulisses du Reiki Usui. Et là, pour juillet-août, je vais vous faire des exercices. Donc il y aura sûrement une partie audio, je vais peut-être la coupler avec une partie vidéo, voilà. Donc ça sera à vous d'aller prospecter sur les deux, sur cette partie podcast et sur la partie YouTube sur ma chaîne. Merci encore pour votre écoute, hein. C'était un grand moment aujourd'hui, hein, plein d'émotions. Je vous remercie d'être toujours fidèles. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me faire vos remarques, vos retours, à me poser vos questions, que ce soit ici sur ma page Facebook, en dessous les vidéos sur YouTube ou par mail, je répondrai. Je suis plus facilement joignable par mail que par téléphone. Même dans Lyon, mon téléphone capte très mal, j'ai l'impression d'être au milieu de nulle part dans la pampa lyonnaise. Allez savoir pourquoi, allez comprendre. Enfin bon, voilà, c'est toujours les petits points techniques de la technologie. Voilà, des petits mystères comme ça qui restent. Donc n'hésitez pas à me joindre par mail ou surtout les réseaux sociaux pour me poser vos questions, me faire vos retours. Voilà, ça me ferait plaisir. Et comme d'habitude, vous savez, commentez, likez, partagez au maximum, pour me faire connaître. Et comme ça permet d'ouvrir à plus de personnes. Merci beaucoup et à bientôt.